À peu près au moment où Alan traversait la ville pour aller arrêter Hugh Priest, Henry Beaufort contemplait sa Thunderbird, tenant à la main le mot qu'il avait trouvé sous l'essuie-glace. L'immonde salopard avait massacré les 4 pneus. Et c'était déjà quelque chose, mais les pneus, on pouvait les remplacer. C'était la grande éraflure, le long du côté droit de la carrosserie, qui le mettait le plus en pétard. Il relut le message à voix haute. « Ne t'avise pas de recommencer à m'empêcher de boire pour ensuite me garder les clés, espèce de bouffeur de grenouilles. » Qui avait-il refusé de servir récemment ? Oh, pas mal de types. Les soirées où il n'était pas obligé de refuser un dernier verre à quelqu'un étaient rares. Mais garder les clés ? Il n'y en avait qu'un avec qui c'était arrivé ces derniers temps. Un seul. « Espèce de fumier !» grommela le propriétaire du Mellow Tiger à voix basse, d'un ton retenu. « Espèce d'immonde salopard, de crétin demeuré !» Il envisagea de rentrer chez lui prendre sa carabine de chasse, puis eut une autre idée. L'établissement n'était qu'à quelques centaines de mètres, et il y avait dans une boîte, sous le bar, un objet un peu particulier. Une Winchester, à 2 canons sciés. L'arme était là depuis le jour où cet abruti d'Ace Merrill avait essayé de le cambrioler, quelques années auparavant. Une arme parfaitement illégale, que Henry n'avait jamais utilisée. Les choses risquaient bien de changer aujourd'hui. Il toucha l'affreuse éraflure, puis froissa le mot en boule et le jeta. Billy Tupper devait se trouver au Mellow Tiger à balayer la salle et nettoyer les robinets de bière. Il irait y prendre la Winchester et emprunterait la Pontiac de Billy. C'était son jour de chasse au trou du cul, semblait-il. D'un coup de pied, Henry envoya la boule de papier dans l'herbe. « T'as encore pris de ces pilules idiotes, mon vieux. Mais je te garantis que t'en auras plus jamais besoin. Plus jamais. » Il toucha une dernière fois les raflures. Il n'avait jamais été aussi en colère de toute sa vie. « Je te le garantis. » D'un pas rapide, il partit en direction du Mellow Tiger. Frank Jewett avait entrepris de dévaster systématiquement la chambre de George Nelson. Pendant qu'il s'y employait, il découvrit sous le matelas double quelques grammes de coke. Il alla les jeter dans les toilettes et ressentit, en regardant tourbillonner la poudre blanche, des crampes dans l'intestin. Il commença à défaire sa ceinture, mais retourna dans la chambre, au lieu de s'asseoir sur la lunette. Il se disait qu'il était devenu complètement cinglé, mais ça lui était à peu près indifférent. Les cinglés n'ont pas à se préoccuper de l'avenir. L'avenir, pour eux, est le dernier de leurs soucis. Parmi les rares choses que Frank n'avait pas encore touchées dans la chambre, restait un cadre, sur un mur. Doré à la feuille, il devait avoir coûté très cher, et contenait la photo d'une vieille dame. Frank supposa qu'il devait s'agir de la mère vénérée de George Nelson. La crampe le reprit. Il décrocha le cadre et le posa sur le plancher. Puis il défit son pantalon, s'accroupit au-dessus de la photo, et le reste vint tout naturellement. Ce fut l'apogée de ce qui avait été jusqu'ici une très mauvaise journée. Lenny Patridge, le plus vieux citoyen de Castle Rock et détenteur de la canne du Poste de Boston, trophée que tante Evie Chalmers avait autrefois possédé, roulait également dans l'un des véhicules les plus antiques de la ville, une Chevrolet Bel Air de 1966, jadis blanche et actuellement d'une couleur indéfinissable que, faute de mieux, on aurait pu baptiser gris poussière des chemins. Elle n'était pas en très bon état. La vitre arrière avait été remplacée quelques années auparavant par une feuille de plastique, qualité 4 saisons, qui claquait au vent. Les panneaux de la caisse étaient tellement rouillés que Lenny apercevait la route à travers une dentelle de ferraille rongée, et le tuyau d'échappement pendait comme le bras momifié d'un homme mort dans le Sahara. Les joints n'étaient plus qu'un souvenir, si bien que lorsque la Bel Air roulait, Lenny laissait derrière lui des nuages bleus fortement parfumés, et les champs qu'il traversait lors de sa virée quotidienne en ville paraissaient avoir été aspergés de doses massives d'insecticides par un aviateur fou. La Chevrolet engloutissait ses 3 litres d'huile quotidien, sinon 4. Cette prodigieuse consommation n'ennuyait nullement Lenny. Il achetait de l'huile recyclée chez Sonny Jacket, en bidon de taille économique de 5 gallons, soit près de 20 litres. Et il vérifiait que Sonny lui faisait bien son rabais de 10%, en tant que titulaire de la carte du 3e âge. Et comme il n'avait jamais poussé la Bel Air à plus de 60 km à l'heure, au cours des 10 dernières années,
il était probable qu'elle survivrait à son propriétaire. Tandis que Henry Beaufort s'engageait sur la route du Mellow Tiger, Lenny Pattridge, à 8 kilomètres de là, lançait sa Bel Air rouillée à l'assaut du sommet de la colline de Castle Rock. Un homme se tenait au milieu de la route, les bras tendus en un geste impérieux. Il était torse nu et pieds nus. Il ne portait qu'un pantalon kaki à la braguette ouverte, et autour du cou, un bout de fourrure mangé des mites. Le cœur de Lenny sauta laborieusement dans sa poitrine décharnée, et des deux pieds, chaussés de brodequins en cours de lente désagrégation, il enfonça la pédale de frein. Elle alla presque toucher le plancher et émit un gémissement surnaturel. La voiture s'arrêta à moins d'1 mètre de l'homme, en qui Lenny reconnut alors Hugh Priest. Celui-ci n'avait même pas tressailli. Une fois le véhicule immobilisé, Hugh en fit rapidement le tour pour venir à la portière du conducteur, qui, pressant des mains son thermolactyle, s'efforçait de reprendre son souffle, et se demandait s'il ne vivait pas ses derniers battements de cœur. « Hugh !» s'écria-t-il. « Nom d'un bougre, qu'est-ce que vous fabriquez ? J'ai failli vous passer dessus. Hugh ouvrit la portière et se pencha. Le tortillon de fourrure se balançait à son cou, et Lenny eut un mouvement de recul. On aurait dit une queue de renard en pleine décomposition, qui perdait ses poils par poignées. Elle sentait mauvais. Hugh l'attrapa par les bretelles de sa salopette et le tira hors de la voiture. Le vieillard émit un couinement aussi scandalisé que terrorisé. « Désolé, grand-père !» déclara Hugh de la voix absente d'un homme qui a d'autres chats plus importants à fouetter pour le moment. « J'ai besoin de la voiture. La mienne est un peu fatiguée. »« Mais vous ne pouvez pas !» Mais Hugh pouvait, c'était clair. Il jeta Lenny sur la route comme si c'était un vulgaire tas de chiffons. Lorsque le vieillard tomba, il y eut un craquement très net, et ses couinements se transformèrent en de pitoyables gémissements de souffrance. Il venait de se fracturer la clavicule, et 2 côtes. Sans davantage s'en préoccuper, Hugh se mit au volant de la Chevrolet, claqua la portière et enfonça l'accélérateur. Le moteur laissa échapper un grondement de surprise et un cumulus bleuâtre et huileux jaillit de ce qui restait du pot d'échappement. L'Antiquité atteignait déjà les 80 km/h au bas de la pente que Lenny Pattridge n'avait pas encore réussi à se remettre sur le dos. Andy Clutterbuck s'engagea sur la route de la colline de Castle vers 15h35. Il croisa le vieux taco bouffeur d'huile de Lenny Pattridge sans y prêter la moindre attention. Clut était concentré sur Hugh Priest, et l'antique Bel Air faisait depuis longtemps partie du paysage. Le policier n'avait aucune idée du rôle qu'avait pu jouer Hugh dans les morts de Wilma et de Nettie, mais ça ne le tracassait pas en bon soldat qu'il était. Les pourquoi et les comment n'étaient pas de son ressort, et un jour comme aujourd'hui, il en était rudement content. Il savait seulement que Hugh, un ivrogne qui avait l'alcool mauvais, ne s'était pas arrangé en prenant de la bouteille. Ha ha. Un type comme ça pouvait faire n'importe quoi, en particulier avec plusieurs verres dans le nez. Il devait probablement se trouver au travail, se dit Clut, ce qui ne l'empêcha pas, en approchant de la ruine que l'autre appelait sa maison, de faire sauter la tache de cuir qui retenait son arme de service. Encore un instant, et il découvrit des reflets de soleil sur les chromes et les vitres d'un véhicule dans l'allée de Priest. Ses nerfs se tendirent jusqu'à bourdonner comme des fils téléphoniques pendant un coup de vent. Si la voiture était là, l'homme s'y trouvait sans doute aussi. À la campagne, c'était presque toujours comme ça. Lorsque Hugh était parti à pied de chez lui, il avait pris à droite, s'éloignant de la ville et prenant la direction de la colline de Castle. Si Clut avait regardé dans cette direction, il aurait aperçu Lenny Pattridge, allongé sur le bas-côté de la route, et se débattant comme un gallinacé qui prend un bain de poussière. Mais toute son attention se concentrait sur la maison de Priest. Les faibles cris de poussin de Lenny lui entrèrent par une oreille, traversèrent son cerveau sans déranger personne, et sortirent directement par l'autre. Le policier prit son arme à la main, avant même de descendre de la berline. William Tupper n'avait que 19 ans, et ne deviendrait jamais agrégé de lettres. Mais il était tout de même assez intelligent pour être terrifié par le comportement de Henry, lorsque, en cette dernière réelle journée d'existence de Castle Rock, celui-ci arriva à 4h moins 20 au Mellow Tiger. Assez intelligent aussi pour comprendre qu'il n'avait aucun intérêt à refuser de donner les clés de la Pontiac. De l'humeur dont il était, Henry, qui en temps normal était le meilleur patron que Billy eût jamais eu, l'aurait assommé sans hésiter pour les lui prendre. Si bien que, pour la première fois de sa vie, et peut-être la seule, Billy essaya la ruse. « Henry » demanda-t-il timidement. « On dirait qu'un verre ne vous ferait pas de mal. En tout cas, ça me ferait du bien à moi. Si on prenait un petit coup avant que vous partiez. » Henry venait de disparaître derrière le bar,
Billy l'entendait farfouiller dessous et jurer dans sa barbe. L'homme finit par se redresser, tenant une caisse de bois rectangulaire fermée d'un petit cadenas qu'il posa sur le bar. Puis il commença à étudier les clés de son trousseau. Il réfléchit à ce que Billy venait de dire, commença par secouer la tête, puis se ravisa. Un verre, voilà qui n'était pas une si mauvaise idée. Ça lui calmerait les mains et les nerfs. Il trouva la bonne clé et décrocha le cadenas. « D'accord, dit-il. Mais tant qu'à prendre un verre, faisons les choses comme il faut. Chivas, double pour moi, normal pour toi. » Il tendit l'index vers Billy qui eut l'impression de se recroqueviller, sûr et certain que l'autre allait ajouter « Mais tu m'accompagnes. Et ne raconte pas à ta mère que je t'ai fait boire, t'entends ?»« Oui, monsieur, répondit Billy soulagé. Il alla rapidement prendre la bouteille avant que Henry ne changeât d'avis. « J'ai très bien compris. » Dickie Bradford, l'homme qui avait la responsabilité des opérations les plus importantes et les plus coûteuses de Castle Rock, à savoir les travaux publics, était profondément écœuré. « Non, il n'est pas ici, répondit-il à Alan. Je ne l'ai pas vu de la journée, mais si vous le trouvez avant moi, vous pouvez toujours lui dire qu'il est viré. Pourquoi ne pas l'avoir fait avant, Dickie ? Les deux hommes se tenaient au soleil devant le garage numéro 1 de la ville. Un peu plus loin, sur la gauche, un camion de fournisseurs était tourné à cul vers un hangar. 3 hommes déchargeaient des caisses de bois de petite taille mais lourdes. Des pointes de diamants rouges, symbole d'explosifs puissants, figuraient au pochoir sur toutes. Le bourdonnement de l'air conditionné leur provenait de l'intérieur du hangar. C'était très étrange d'entendre ce bruit aussi tard dans la saison, mais depuis une semaine, tout était extrêmement étrange à Castle Rock. « Je l'ai gardé plus longtemps que je n'aurais dû, » admit Dickie, passant la main sur ses cheveux courts et grisonnants. « Je l'ai fait parce que j'avais l'impression qu'il y avait un type pas si mal qui se cachait au fond de lui. » Dickie était l'un de ces hommes, petits et trapus, de vrais détonateurs à 2 pattes, qui ont toujours l'air prêts à vous sauter dessus et à mordre. En réalité, Alan avait rarement rencontré quelqu'un d'aussi doux et gentil. « Quand il est pas saoul ou qu'il n'a pas trop mal aux cheveux, il n'y a personne qui travaille aussi dur que lui, » reprit-il. Il y avait quelque chose sur sa figure qui me faisait penser qu'il était peut-être pas de ceux qui se sentent obligés de picoler jusqu'à ce que le diable les assomme. Je me disais qu'avec un travail régulier, il finirait peut-être par redresser la barre et reprendre le bon chemin. Mais depuis une semaine... Que s'est-il passé ? Il est devenu intenable. Il paraissait jamais dans son état normal. Et je veux pas seulement parler de l'agnole. On aurait dit qu'il avait les yeux de plus en plus enfoncés dans la tête. Et il regardait constamment par-dessus mon épaule quand je lui adressais la parole. Jamais en face. Et il s'était mis à parler tout seul. Qu'est-ce qu'il racontait ? Je sais pas. Et je crois que les autres gars ne le savent pas non plus. J'ai horreur de virer un employé, mais j'étais décidé à le faire avant que vous arriviez. J'en ai ma claque du bonhomme. Excusez-moi une seconde, Dickie. Alan retourna à la voiture, appela Sheila, lui expliqua que Hugh n'était pas venu au travail de la journée et lui demanda d'essayer de joindre Clutt. Qu'il fasse vraiment gaffe, et envoyez-lui John en renfort. Il hésita à poursuivre, sachant que la précaution avait parfois provoqué d'inutiles fusillades. Puis il se décida. Il le fallait pour ses adjoints qui se trouvaient sur le terrain. Clutt et John doivent supposer que Hugh Priest est armé et dangereux. Bien reçu ? Armé et dangereux, bien reçu. Très bien, terminé pour unité 1. Il remit le micro en place et rejoignit Dickie. D'après vous, il aurait pu quitter la ville ? Lui ? Dickie inclina la tête de côté et cracha un jet de salive teintée de tabac. Les types dans son genre ne quittent jamais la ville sans être venus prendre leur dernier chèque de paye. Et la plupart ne partent jamais. Lorsqu'il s'agit de se rappeler les routes qui quittent le patelin, les types comme Priest semblent atteints d'un genre d'amnésie sélective. Dickie accrocha quelque chose du coin de l'œil et se tourna vers ses hommes. « Qu'est-ce que vous fabriquez avec ces trucs-là, les gars ? On vous demande de les décharger, pas de jouer au basket avec !»« Il y a de quoi faire un joli feu d'artifice, dites-moi. »« Je vous le fais pas dire. 20 caisses. On va faire sauter une barre de granit au-dessus de la gravière de la route 5. À mon avis, il va nous en rester de quoi envoyer Priest jusque sur Mars si ça vous tente. » Pourquoi en avoir commandé autant ? Ça vient pas de moi. C'est Buster qui en a rajouté à ma commande. Dieu seul sait pourquoi. En tout cas, je peux vous dire une chose. Il va drôlement faire la gueule quand il verra la facture d'électricité du mois. À moins qu'un front froid ne débarque en vitesse. Vous pouvez pas savoir ce que ça pompe cet air conditionné. Mais si on refroidit pas ce truc, il se met à suinter. Il vous raconte tous que celui-là est un produit nouveau et qu'il ne le fait pas, mais prudence et mère de sûreté. Buster a rajouté quelque chose à votre commande ? Dit Alan intrigué. Ouais, 4 ou 6 caisses. Je me souviens plus très bien. On n'a jamais tout vu, n'est-ce pas ? Sans doute pas. Dites-moi, Dickie, je peux utiliser votre téléphone ? Je vous en prie.
Alan resta assis une bonne minute derrière le bureau du chef de chantier, tandis que des taches sombres de transpiration s'agrandissaient sous les bras de sa chemise réglementaire, et que le téléphone sonnait dans le vide chez Polly. Il reposa finalement le combiné. Il quitta le bureau à pas lents, tête basse. Dickie verrouillait la porte du hangar à dynamite, et lorsqu'il se tourna de nouveau vers le shérif, il arborait une expression malheureuse. Il y avait quelqu'un de bien tout au fond de Priest, Alan. Je suis prêt à le jurer. Je l'ai souvent vu triompher chez d'autres. Plus souvent qu'on pourrait le croire. Avec Hugh. Il haussa les épaules. Pas mèche. Alan acquiesça. Ça va, Alan? Vous paraissez tout drôle? Très bien, répondit-il avec une amorce de sourire. Mais il mentait. Il se sentait tout drôle. Il était tout drôle. Comme Polly, et Hugh, et Brian Rusk. On aurait dit que tout le monde devenait tout drôle aujourd'hui. Un verre d'eau? Du thé glacé? Il m'en reste un peu. Non, merci, il faut que j'y aille. Très bien. Vous me raconterez comment ça s'est passé? C'était quelque chose qu'il ne pouvait promettre de faire, mais il avait le désagréable pressentiment que Dickie ne tarderait pas à apprendre tout ce qu'il voulait savoir dans son journal, d'ici 1 ou 2 jours. Ou à la télé. La Chevrolet Bel Air de Lenny Patridge vint se garer dans l'un des emplacements en épi, devant le bazar des rêves, peu avant 4 heures. L'homme du jour en sortit. La braguette toujours ouverte, la pelure râpée toujours autour du cou. Ses pieds claquèrent avec un bruit mat sur le béton du trottoir, et il ouvrit la porte. La petite cloche d'argent retentit. Une seule personne le vit, Charlie Fortin, qui se tenait dans l'entrée de Western Auto, fumant l'une de ces infections de cigarettes qu'il roulait lui-même. « Ce vieux Priest a fini par perdre les pédales », dit-il, à personne en particulier. À l'intérieur du bazar des rêves, Gaunt, le sourire aux lèvres, regardait ce vieux Priest comme si les individus pieds nus et torse nu, une queue de renard bouffée au mythe autour du cou, entraient tous les jours dans sa boutique. Il fit une petite marque sur la liste posée à côté de la caisse enregistreuse. La dernière. « J'ai des problèmes », dit Hugh en avançant vers Gaunt. Ses yeux roulaient dans leurs orbites comme les billes d'un flipper. « Je suis vraiment dans la merde cette fois. »« Je sais, » répondit Gaunt, de son timbre de voix le plus apaisant. « Il m'a semblé que je devais venir ici. Je sais pas pourquoi. J'arrête pas de rêver à vous. J'ai personne d'autre à qui m'adresser. Vous avez bien fait de venir, Hugh. »« Il a crevé mes pneus, » murmura Hugh. « Beaufort, le salopard qui calmait le Tiger. Il a laissé un mot. Tu sais ce qui t'attend la prochaine fois, Toto, qu'il a écrit. Ouais, je le sais. Vous parlez que je le sais. » L'une de ses grosses mains crasseuses vint caresser le débris de fourrure, et une expression d'adoration éclaira son visage. « Ma belle queue de renard, ma beauté, vous devriez peut-être vous occuper de lui, » suggéra Gaunt, l'air pensif, « avant qu'il ne s'occupe de vous. Je sais que ça peut paraître un peu excessif, mais lorsqu'on songe... Oui, c'est exactement ce que je veux faire. Je crois que j'ai justement ce qu'il vous faut. » Gaunt se pencha, et lorsqu'il se releva, il tenait à la main un automatique qu'il posa sur le dessus de la vitrine. « Il est chargé !» Hugh le prit. Son état de confusion parut se dissiper comme de la fumée lorsqu'il sentit le poids massif de l'arme dans sa main. L'odeur de la graisse à canon, affaiblie mais typée, lui parvenait. « J'ai laissé mon portefeuille à la maison, » dit-il. « Oh, il ne faut surtout pas s'inquiéter de ce détail. Au bazar des rêves, les choses que nous vendons sont assurées, Hugh. » Soudain, son visage se durcit. Ses lèvres se retroussèrent sur ses dents en palissade, et ses yeux flamboyèrent. « Va lui faire la peau !» gronda-t-il d'une voix basse et rauque. « Fais-toi, salopard, avant qu'il ne détruise ce qui t'appartient. Va lui faire la peau, Hugh. Protège-toi, protège ta propriété. » Un sourire soudain éclaira le visage de Priest. « Merci, monsieur Gaunt, merci beaucoup. Il n'y a pas de quoi, » répondit Gaunt, reprenant aussitôt son ton de voix normal. Mais déjà la clochette d'argent tintait. Hugh sortait, glissant l'automatique dans la taille de son pantalon à demi affaissé. Gaunt s'avança jusqu'à la vitrine et regarda son client se couler au volant de la Chevrolet poussive et s'éloigner. Un camion de livraison de bière qui remontait lentement Main Street klaxonna bruyamment et dut donner un coup de volant pour l'éviter.
Va lui faire la peau, Hugh, répéta Gaunt à voix basse. De petites volutes de fumée commencèrent à s'élever de ses oreilles et de ses cheveux. D'autres plus épaisses jaillirent de ses narines et d'entre ses dents en pierre tombale. « Descends-en autant que tu veux, mon gros. La chasse est ouverte. » Le Landgaunt renversa la tête en arrière et éclata de rire. John Lapointe, excité, fonça vers la porte du poste de police qui donnait sur le parking. Armé et dangereux. Ça n'arrivait pas tous les jours de participer à l'arrestation d'un suspect armé et dangereux. Pas dans un patelin endormi comme Castle Rock, en tout cas. Il avait, pour l'instant, tout oublié de son portefeuille égaré et de Sally Radcliffe. Il atteignit la porte au moment où quelqu'un l'ouvrait de l'autre côté. John se trouva soudain en face de 99 kilos de muscles en colère. « Justement le type que je voulais voir !» dit Lester Pratt de sa nouvelle voix suave. Il brandit un portefeuille de cuir noir. « T'aurais rien perdu, espèce de doubleur dégueulasse, de salopard daté !» John n'avait pas la moindre idée des raisons de la présence de Lester Pratt ici, ni de la manière dont il avait pu retrouver son portefeuille. Il savait seulement qu'on l'envoyait en renfort à Clutt, et qu'il devait y aller sur le champ. « Peu importe, on en parlera plus tard, Lester !» répondit John en tendant la main vers l'objet. Lorsque l'autre le brandit hors de sa portée, pour l'abattre ensuite violemment sur sa figure, il fut sur le coup plus étonné qu'en colère. « Oh, je n'ai aucune envie de parler !» répliqua Lester de sa nouvelle voix suave. « Je n'ai pas de temps à perdre !» Il lâcha le portefeuille, saisit John aux épaules, le souleva et l'envoya valser dans la salle. L'adjoint Lapointe parcourut 2 mètres en l'air et alla atterrir sur le bureau de Norris Ridgwick. Il glissa sur les fesses, se frayant un chemin au milieu de la paperasse et renversant la corbeille arrivée des parts de son collègue. Il la suivit au sol, sur lequel il tomba lourdement. Sheila Brigham contemplait la scène à travers la vitre de sa cabine, bouche bée. John commença à se relever. Il était secoué, sonné, et ne comprenait rien à ce qui lui arrivait. Lester se dirigea vers lui, la démarche agressive. Il brandissait les poings dans un style démodé. On aurait dit John Sullivan, ridicule, qui ne donnait toutefois pas envie de rire. « Tu vas avoir droit à une bonne leçon !» expliqua Lester de sa nouvelle voix suave. « Je vais t'apprendre ce qui arrive à un cateau qui pique sa petite amie à un Baptiste. Tu vas tout savoir. Et quand j'aurai terminé, ça te sera tellement bien rentré dans la tête que tu ne l'oublieras plus jamais. » Un pas de plus, et Lester était à bonne distance pour commencer la leçon. Billy Topper n'était peut-être pas un intellectuel, mais il tendait une oreille sympathique. Et une oreille sympathique était sans doute le meilleur remède à la rage dans laquelle Henry Beaufort se trouvait. Le propriétaire du Mellow Tiger vida son verre et raconta ce qui s'était passé. Le fait de parler le calma. Il se rendit compte que s'il avait pris le fusil à canon scié et continué sur sa lancée, il aurait très bien pu terminer sa journée non derrière son bar, mais derrière des bars, celle du local de garde à vue du poste de police. Il avait une véritable passion pour sa Thunderbird, mais il commençait à se dire qu'il ne l'aimait tout de même pas au point d'aller en prison pour elle. On pouvait remplacer les pneus, et à force de soins, les raflures finiraient bien par disparaître. Quant à Hugh Priest, que la justice s'occupe de lui. Il finit son verre et se leva. « Vous allez toujours lui faire sa fête, monsieur Beaufort ?» demanda Billy d'un ton inquiet. « Je vais pas perdre mon temps à ça. » L'employé poussa un soupir de soulagement. « Je laisserai le shérif Pankband s'en occuper. Après tout, c'est bien pour ça que nous payons nos impôts locaux, non ?»« Bah oui. » Le jeune homme regarda par la fenêtre, et son visage s'éclaira un peu plus. Une vieille auto rouillée, autrefois blanche, mais ayant pris une nuance délavée, disons gris poussière des chemins, se dirigeait vers le Mellow Tiger, en laissant derrière elle un grand nuage de fumée bleue. « Regardez, le vieux Lenny. Ça fait une paye que je l'ai pas vu. On n'ouvre pas avant 5 heures de toute façon. » Henry passa derrière le bar pour téléphoner. La caisse contenant le fusil à canon scié se trouvait toujours au même endroit. « Dire que j'envisageais de m'en servir, songea-t-il. Sérieusement, qu'est-ce qui nous arrive, bon Dieu? On nous a empoisonnés ou quoi ?» Billy se dirigea vers la porte lorsque la vieille gambarde de Lenny vint se ranger dans le parking. « Voyons, Lester !» commença John Lapointe. À cet instant, un poing de la taille d'un très gros jambonneau, mais en beaucoup plus dur,
entra en collision avec son nez. Il y eut un abominable bruit de craquement, suivi d'une douleur atroce. John ferma les yeux très fort, et des étincelles colorées se mirent à jaillir à profusion des ténèbres. Il alla rouler dans la salle, battant l'air des bras dans un combat perdu d'avance pour garder l'équilibre. Du sang lui dégoulinait sur la bouche. Il heurta le panneau d'affichage des bulletins et le fit dégringoler. Lester s'avança de nouveau sur lui, les sourcils froncés, menaçants, concentrés. Sa courte brosse en bataille. Dans la petite pièce du standard, Sheila brancha la radio et appela Alan, désespérément. Frank Jewett était sur le point de quitter le domicile de son vieil ami George T. Nelson, lorsqu'il lui vint soudain à l'esprit de prendre des mesures de prudence. On pouvait en effet imaginer sans peine que lorsque George T. Nelson arriverait chez lui et trouverait sa chambre saccagée, sa coque dans les chiottes et un gros étron sur le portrait de sa chère maman, il se mettrait vraisemblablement à la recherche de son ancien complice de partie fine. Frank estima qu'il aurait été insensé de partir sans achever le travail. Et si l'achever signifiait faire avaler son bulletin de naissance à ce salopard de maître chanteur, qu'il en soit ainsi. Il y avait une armoire contenant un râtelier d'armes en bas, et l'idée de faire le boulot à l'aide de l'un des propres fusils de George T. Nelson lui parut relever à la fois de la poésie et de la justice. S'il n'arrivait pas à forcer la porte de l'armoire ou le cadenas du râtelier, il se servirait de l'un des couteaux aztèques de son service pour régler la question. Il se tiendrait derrière la porte d'entrée, et lorsque George T. Nelson entrerait, soit il lui ferait sauter la cervelle, soit il lui couperait la gorge, à ce fumier. Une arme à feu serait sans doute plus sûre, mais plus Frank Jewett se représentait le sang chaud, giclant du cou de George et lui inondant les mains, plus cette option lui plaisait. « Es-tu coquet, Georgie? Es-tu coquet? Salopard de maître chanteur !» Frank fut distrait de ses considérations à cet instant-là par le perroquet de George T. Nelson. La bestiole, baptisée Tammy Faye, venait de choisir le moment le plus défavorable de toute sa vie de psittacidé pour se mettre à baragouiner. Tandis que Frank l'écoutait, un sourire aussi étrange que terrible se dessina lentement sur ses traits. « Comment n'ai-je pas tout de suite pensé à ce foutu volatile ?» se demanda-t-il en fonçant vers la cuisine. Il ne lui fallut pas beaucoup de temps pour trouver le tiroir au couteau aztèque. Il passa les 15 minutes suivantes à larder Tammy Faye de coups à travers les barreaux de la cage, mettant le malheureux oiseau dont les plumes volaient en tous sens dans un état de panique indescriptible. Puis il en eut assez et l'embrocha. Il se rendit ensuite au sous-sol pour voir s'il pouvait venir à bout de l'armoire à fusil. La serrure n'offrit guère de résistance, et lorsqu'il remonta au rez-de-chaussée, il se lança dans un chant allègre, quoique hors de saison. « Oh, vaut mieux ne pas te battre, vaut mieux ne pas pleurer, vaut mieux ne pas bouder, je vais te dire pourquoi. Papa Noël arrive en ville, il te voit quand tu dors, il sait quand tu es réveillé, il sait si tu es gentil ou méchant. Vaut mieux donc que tu sois gentil, mon garçon. » Frank, qui n'avait jamais manqué Bonsoir les petits avec Laurence Welk le samedi soir, en compagnie de sa maman chérie, chanta la fin de l'air d'une voix de basse à la Laurie Hooper. Bon sang, qu'est-ce qu'il se sentait bien! Comment avait-il pu croire, moins d'une heure auparavant, que sa vie était achevée? Ce n'était pas la fin, mais le commencement. Terminer son ancienne existence, et en particulier les bons vieux amis, comme George T. Nelson. « En avant pour la nouvelle !» Frank s'installa derrière la porte, armé jusqu'aux dents. Une carabine Winchester 44-40 appuyée à côté de lui contre le mur. Un automatique Lama 32 passé à la ceinture. Un couteau aztèque Sheffington à la main. D'où il se tenait, il voyait le tas de plumes jaunes de ce qui restait de Tammy Faye. Un petit sourire s'esquissait, avec des tressaillements sur ses lèvres, à la Mr. Witherby, et ses yeux, complètement gagnés par la folie, ne cessaient de rouler derrière ses petites lunettes rondes sans monture, à la Mr. Witherby. « Vaut mieux donc que tu sois gentil, mon garçon, » se conseilla-t-il à lui-même dans un murmure. Il chanta ce passage à plusieurs reprises, tout d'abord debout, puis dans une position plus confortable, assis en tailleur derrière la porte, adossé au mur, son artillerie sur les genoux. Au bout d'un moment, il se sentit gagné par une somnolence qui l'inquiéta. C'était dingue d'être sur le point de s'endormir alors qu'on attendait quelqu'un pour lui couper la gorge. Mais ça n'y changerait rien.
Il croyait se souvenir d'avoir lu quelque part, peut-être lorsqu'il était à l'université du Maine à Farmington, institution de plouc dont il était sorti sans la moindre mention honorifique, qu'un système nerveux, après un grand choc, pouvait connaître ce symptôme. Et en matière de grand choc, il avait été servi. Un miracle que son cœur n'eût pas explosé lorsqu'il avait vu les revues éparpillées partout dans son bureau. Il estima qu'il ne fallait pas courir de risque. Il décolla légèrement du mur le grand canapé couleur beige de George T. Nelson, se coula derrière et s'allongea sur le dos, la Winchester dans la main gauche. Sa main droite, qui tenait toujours le couteau à steak, était repliée contre sa poitrine. Voilà, beaucoup mieux. La moquette épaisse de George T. Nelson était d'un confort parfait. Faut mieux donc que tu sois gentil, mon garçon. Marmonna Frank. Il chantait encore d'une voix basse au timbre ronflant 10 minutes plus tard, lorsqu'enfin il s'endormit. Première unité! Hurla la voix de Sheila dans le haut-parleur sous le tableau de bord. Alan venait d'aborder le Tin Bridge pour entrer en ville. Vite! Première unité! Venez tout de suite! Alan sentit son estomac se nouer. Clutt avait dû tomber sur un nid de frelons chez Hugh Priest, sûr et certain. Pourquoi, au nom du ciel, n'avait-il pas attendu John avant de s'attaquer à l'autre? Pourquoi? Tu le sais bien. Parce que ton attention n'était pas toute à ce que tu faisais lorsque tu as donné tes ordres. S'il est arrivé quelque chose à Clutt, tu auras ta part de responsabilité. Mais on verra ça plus tard. Pour l'instant, ton boulot est de faire ton boulot. Alors fais-le, vieux. Oublie Polly et fais ton boulot. Il arracha le micro à sa fourche. Première unité, je dois rentrer? Quelqu'un est en train de battre John! Hurla Sheila. Venez vite, Alan, c'est un vrai massacre! L'information paraissait ne présenter aucun rapport avec ce à quoi il s'était attendu, et il resta quelques instants complètement éberlué. Quoi? Qui? Où? Dépêchez-vous, Alan, il va le tuer! Tout d'un coup, il comprit. Hugh Priest, bien entendu. Pour une raison quelconque, Hugh était venu au poste de police avant le départ de John et avait commencé à matraquer. C'était John Lapointe qui était en danger, pas Andy Clutterbuck. Alan prit le gyrophare, le brancha et le posa sur le toit. Une fois de l'autre côté du pont, il présenta des excuses silencieuses au break poussif et écrasa l'accélérateur. Clutt commença à soupçonner que Priest n'était pas chez lui lorsqu'il constata que tous les pneus de la voiture étaient non seulement à plat, mais en charpie. Il était sur le point d'atteindre la maison quand il entendit enfin la voix lointaine qui appelait à l'aide. Il resta un moment indécis, puis battit en retraite sur l'allée. Cette fois, il aperçut Lenny gisant sur le bas-côté, et partit vers le vieillard au pas de course, l'étui de son arme lui battant la cuisse. « Aidez-moi » dit Lenny d'une voix sibilante, tandis que Clutt s'agenouillait à côté de lui. « Hugh Priest est devenu fou. Cette brute m'a foutu en pièces. »« Où avez-vous mal, Lenny ?» demanda Clutt, touchant le vieillard à l'épaule. Lenny laissa échapper un cri, réponse qui en valait bien une autre. Clutt se releva, ne sachant trop ce qu'il devait faire. Trop de choses se bousculaient sous son crâne. Il souhaitait désespérément, néanmoins, ne pas saloper son boulot. « Ne bougez pas !» finit-il par dire. « Je vais appeler l'assistance médicale. »« J'ai aucune envie de me lever pour danser le tango, crétin !» répondit Lenny. La douleur le faisait pleurer et rager. Il avait l'air d'un vieux chien de chasse qui vient de se casser une patte. « D'accord. Il commença à partir en direction de la voiture de patrouille, puis revint sur ses pas. « Il vous a pris votre voiture, c'est ça ?»« Non !» éructa Lenny, tenant ses côtes brisées à deux mains. « Il m'a juste mis en morceaux. Il est parti sur un tapis volant. Évidemment qu'il a pris ma voiture. Pourquoi tu crois que je reste allongé ici, bordel? Pour bronzer ?»« D'accord. » répéta Clutt, qui cette fois s'éloigna au pas de course. Des pièces de 10 et 5 cents sautaient de sa poche et décrivaient des arcs argentés gracieux avant de tomber sur le macadam. Il se pencha si brusquement par la fenêtre de la portière qu'il manqua de peu de s'assommer au montant. Il prit le micro. « Il fallait appeler Sheila de toute urgence pour qu'elle fasse envoyer de l'aide pour le vieux. Il fallait qu'Alan et la police d'État sachent que Hugh Priest roulait maintenant dans la vieille Chevrolet Bel Air de Lenny Pettridge. » Clutt n'était pas sûr de l'année, mais on ne pouvait se tromper à sa couleur de poussière. Impossible de joindre Sheila. Il essaya à 3 reprises, et il n'eut pas de réponse, rien. Il entendait Lenny, qui s'était remise à gémir. Il entra chez Hugh,
avec l'intention d'appeler directement les services d'urgence de Norway. Nom de Dieu! Elle a vraiment choisi son moment pour aller aux chiottes, notre Sheila. Henry Beaufort essayait aussi de joindre le bureau du shérif. À l'autre bout du fil, il entendait la sonnerie qui s'éternisait. « Répondez, bon Dieu! Répondez à ce foutu téléphone, qu'est-ce que vous fabriquez là-bas? Vous tapez le carton ou quoi ?» Billy Tupper était sorti. Henry l'entendit qui criait quelque chose, et il leva les yeux, énervé. Le cri fut suivi d'une forte détonation. La première idée de Henry fut que l'un des pneus du vieux taco de Lenny venait d'éclater. Puis il y eut de nouvelles explosions. Billy entra dans le Mellow Tiger, marchant très lentement. Il tenait une main à sa gorge, et du sang coulait entre ses doigts. « Henry !» fit Billy d'une voix étranglée, à l'étrange accent cockney. « Henry !» Il arriva à hauteur du jukebox, oscilla sur place un instant, puis tout ce qui le maintenait debout parut lâcher d'un seul coup, et il s'effondra mollement sur lui-même. Une ombre tomba sur ses pieds qui se trouvaient encore presque à l'entrée, et le propriétaire de l'ombre apparut. Il portait une queue de renard autour du cou et tenait un pistolet à la main. De la fumée montait du canon, de minuscules perles de transpiration brillaient dans la toison clairsemée entre ses seins. La peau, au-dessous de ses paupières, était tuméfiée et brune. Il enjamba le corps de Billy Tupper et pénétra dans la pénombre du Mellow Tiger. « Hello, Henry !» dit Hugh Priest. John Lapointe ne comprenait rien à ce qui lui arrivait. Mais il savait au moins une chose. Si ça continuait, Lester allait le tuer. Et Lester ne manifestait aucun signe de vouloir s'arrêter. Il ne ralentissait même pas. John essaya de glisser le long du mur pour se mettre hors de portée, mais le prof de gym le saisit par la chemise et le remit brutalement sur ses pieds, même pas essoufflé, jusqu'au pan de sa chemise, qui n'était pas sorti de la ceinture élastique de son survêtement. « Encore un pour toi, Johnny mon garçon !» dit Lester en balançant un direct qui atterrit sur la lèvre supérieure du policier. John la sentit se fendre contre ses dents. « T'auras qu'à te refaire pousser une chatouille chagate par-dessus !» À l'aveuglette, John tendit la jambe et poussa aussi fort qu'il put. Lester laissa échapper un cri de surprise et trébucha en arrière. Mais il eut le temps de lancer les deux mains et d'accrocher la chemise ensanglantée de l'autre, l'entraînant avec lui dans sa chute. Ils commencèrent à rouler sur le plancher, se frappant comme ils pouvaient. Ils étaient beaucoup trop occupés pour voir Sheila filer vers le bureau du shérif. Elle empoigna le fusil de chasse accroché au mur, releva le chien et revint en courant dans la salle principale du local, où régnait maintenant un désordre indescriptible. Lester était assis sur John et lui cognait consciencieusement la tête contre le sol. Elle savait se servir de cette arme pour avoir pratiqué le tir sur cible depuis l'âge de 8 ans. Elle épaula et cria « Sors-toi de là, John! Donne-moi un peu de champ !» Lester se tourna, les yeux fous. Il dénuda ses dents en direction de Sheila, comme un gorille mâle en colère, puis se remit à cogner la tête de John contre le plancher. Tandis qu'il arrivait en vue du bâtiment municipal, Alan aperçut quelque chose qui lui procura son premier réel plaisir de la journée. La coccinelle de Norris Ridgewick, approchant de l'autre direction. Norris était en civil, mais Alan s'en moquait. Il allait avoir besoin de lui cet après-midi. Oh oui, il allait en avoir besoin. L'agréable vision, cependant, tourna à son tour au cauchemar. Une grosse berline rouge, une Cadillac dont la plaque minéralogique indiquait Keaton 1, bondit alors de la contre-allée conduisant au parking du bâtiment municipal. Alan, bouche bée, vit Buster jeter sa voiture contre la coccinelle de Norris. Il n'avait pas eu le temps de prendre beaucoup de vitesse, mais la grosse américaine devait faire 4 fois le poids de la petite allemande. Il y eut un formidable grincement de tôle, et la Volkswagen se renversa côté passager avec un choc sourd et des tintements de verre brisé. Alan écrasa le frein et descendit du véhicule de patrouille. Buster en fit autant de la Cadillac. Norris essayait de se hisser par la vitre de sa portière, l'air abasourdi. Buster
se dirigea à grands pas vers Norris, les poings serrés. Un sourire sinistre s'était pétrifié sur son visage rond et gras. Il suffit à Alan d'apercevoir ce sourire pour prendre le pas de course. Le premier coup de feu de Priest fit exploser une bouteille de Wild Turkey derrière le bar. Le deuxième, la vitre qui protégeait un document encadré juste au-dessus de la tête de Henry. Il laissa un trou noir circulaire dans la licence 4, placé juste au-dessous. La troisième arracha la joue droite du patron du Mellow Tiger et la transforma en un nuage rose de sang et de chair vaporisée. Henry hurla, saisit la caisse contenant le fusil à canon scié et se laissa tomber derrière le bar. Il savait que Hugh l'avait touché, pas si c'était grave ou non. Il avait seulement conscience d'avoir le côté droit du visage qui lui brûlait comme une fournaise, et que du sang, chaud, humide et gluant, lui coulait dans le cou. « Parlons un peu voiture, Henry !» dit Hugh en se rapprochant du bar. « Mieux que ça, parlons de ma queue de renard, qu'est-ce que t'en penses ?» Henry ouvrit la boîte, tapissée de velours rouge à l'intérieur. Il y glissa des mains tremblantes et incertaines, et en retira la Winchester à canon scié. Il commença à la casser pour vérifier la culasse, mais comprit qu'il n'avait pas le temps. Il fallait espérer qu'elle était chargée. Il ramena ses jambes sous lui, prêt à bondir et à faire à Hugh ce qu'il souhaitait ardemment être une grande surprise. Sheila se rendit compte que John ne serait sans doute pas capable de se dégager du fou qui le chevauchait et qui devait s'appeler Lester Platt ou Pratt, bref, le prof de gym du lycée. Non, John ne pourrait sûrement pas. L'autre avait arrêté de lui cogner la tête et refermé ses grandes mains autour de son cou. Sheila prit le fusil à l'envers, par le canon, et le brandit au-dessus de sa tête, comme au cinéma. Puis, elle lui fit décrire un grand arc de toutes ses forces. Lester tourna la tête au dernier moment, juste à temps pour prendre le rebord ferré de la crosse en châtaignier entre les deux yeux. Il y eut un ignoble craquement d'os brisé lorsque l'arme s'enfonça dans son crâne et transforma les circonvolutions frontales de la cervelle en purée. On aurait dit au bruit que quelqu'un venait de sauter à pieds joints sur un carton plein de pop-corn. Lester Pratt était mort avant d'avoir touché le sol. Sheila Brigham le regarda et se mit à hurler. « Tu croyais sans doute que je ne saurais pas d'où ça venait !» grogna Buster Keaton à l'intention de Norris, tout en finissant de l'extraire de la coccinelle. L'adjoint était sonné mais pas blessé. « Tu t'imaginais que je n'y verrais que du feu, avec ton nom imprimé au bas de chacun des bouts de papier que t'as collé partout? C'est ça, hein, c'est ça !» Il brandit le poing pour frapper Norris, et Alan Pangborn en profita pour glisser prestement autour l'un des bracelets d'une paire de menottes. « Hé !» s'exclama Buster en virevoltant lourdement. À l'intérieur du bâtiment municipal, quelqu'un commença de hurler. Alan eut un coup d'œil dans cette direction, puis se servit de l'autre extrémité des menottes pour entraîner Buster jusqu'à la porte ouverte de la Cadillac. Buster se mit à le bombarder de coups de poing de sa main libre, mais ne l'atteignit qu'à l'épaule sans lui faire grand mal, et se retrouva finalement attaché à la poignée de sa propre voiture. Le shérif se tourna et se trouva face à Norris. Il eut le temps de remarquer l'expression épouvantable qu'arborait son adjoint, mais il l'a mis sur le compte du fait qu'il venait de se faire empapaouter par le maire en personne. « Amène-toi !» dit-il à Norris. « On a un pépin !» Mais l'autre l'ignora, du moins pour le moment. Il frôla Alan au passage et abattit son poing droit dans l'œil de Keaton. Le maire lâcha un couinement effrayé et retomba contre sa portière. Son poids la fit se refermer, coinçant en même temps un pan de sa chemise blanche trempée de sueur. « Ça c'est pour le piège à rat, gros lard plein de merde !» cria Norris. « Je t'aurai !» hurla à son tour Buster. « Si tu t'imagines que je ne t'aurai pas, je vous aurai tous! Vous m'entendez? Tous! Prends ça en attendant !» répliqua Norris dans un grognement. Il allait encore se précipiter sur le maire, les poings serrés contre sa poitrine de pigeon qui se gonfle pour faire le beau, mais Alan l'empoigna et le tira à lui. « Arrête ça !» lui cria-t-il en pleine figure.
On a un gros pépin là-dedans, un très gros pépin !» Le hurlement retentit à nouveau. Les gens se rassemblaient sur les trottoirs. Norris les regarda, puis se tourna vers Alan. Son regard avait perdu son expression démente, constata le shérif avec soulagement. Et il avait de nouveau l'air d'être lui-même. Enfin, à peu près. « Quoi? Ça a un rapport avec lui ?» répondit-il avec un coup de manteau en direction de la Cadillac. D'où il se tenait, Buster les fusillait du regard, tout en cherchant à ouvrir la menotte de sa main libre. Il paraissait n'avoir pas remarqué les hurlements. « Non, as-tu ton arme ?» Norris secoua la tête. Alan dégagea la tâche de l'étui, sortit son 38 réglementaire et le lui tendit. « Et toi, Alan ?»« Je préfère garder les mains libres. Viens, allons-y. Hugh Priest est dedans, et il est devenu complètement fou. » Hugh Priest était devenu fou, d'accord. Le doute n'était guère permis. Mais il se trouvait à 5 bons kilomètres du bâtiment municipal de Castle Rock. « Si on parlait un peu de... » commença-t-il. Mais c'est le moment que choisit Henry Beaufort pour bondir de derrière son bar, comme un diable de sa boîte. Dégoulinant de sang, le fusil à canon scié braqué. Les deux hommes firent feu en même temps. Le claquement de l'automatique se perdit dans le rugissement fracassant du fusil. Hugh se trouva soulevé du sol, propulsé à travers la salle. Ses talons nus traînant au sol. Son torse transformé en un marécage plein d'une bouillie sanglante qui se désintégrait. Le revolver lui sauta des mains. Les pointes de la queue de renard brûlaient. Henry fut repoussé contre le fond du bar par la balle qui lui traversa le poumon droit. Les bouteilles dégringolèrent et explosèrent autour de lui. Un grand engourdissement se mit à croître dans sa poitrine. Il laissa tomber le fusil et partit d'un pas trébuchant vers le téléphone. L'air dégageait un mélange insensé d'odeurs. Gnôle renversé, poils de renard carbonisé, poudre brûlée. Il essaya de reprendre sa respiration, mais sa poitrine avait beau se soulever, il avait l'impression de ne pas inhaler d'air. Un petit sifflement aigu montait du trou de sa poitrine à chaque mouvement. Le téléphone lui parut peser des tonnes, mais il finit par le porter à son oreille, et il appuya sur le bouton qui composait automatiquement le numéro de la police. « Mais bordel, qu'est-ce que vous foutez, les mecs ?» hoqueta péniblement Henry. « Je suis en train de crever ici. Répondez, nom de Dieu. Répondez. » Mais le téléphone continua de sonner dans le vide. Norris rattrapa Alan dans la contre-allée, et ils traversèrent côte à côte le petit parking du bâtiment municipal. Norris tenait le pistolet d'Alan le doigt sur le pontet, canon tourné vers le ciel de cette chaude journée d'octobre. La Saab de chez la Brigham était garée à côté du véhicule de patrouille numéro 4, celui de John Lapointe. Mais c'était tout. Alan se demanda fugitivement où se trouvait la voiture de Priest. À cet instant, la porte du poste de police s'ouvrit brutalement sur quelqu'un qui en surgit, tenant, les mains en sang, le fusil de chasse du bureau du shérif. Norris baissa son arme, et son doigt glissa du pontet pour s'enrouler autour de la détente. Alan enregistra 2 choses en même temps. La première, que son adjoint était sur le point de tirer. La seconde, que la personne qui arrivait en hurlant n'était pas Hugh Priest, mais Sheila Brigham. Les réflexes quasi surnaturels du shérif sauvèrent la vie de Sheila ce jour-là. Mais ce fut in extremis. Il ne prit pas la peine de crier, ni même de se servir de sa main pour détourner le canon du pistolet. Ni l'une ni l'autre action n'aurait eu beaucoup de chances de succès. Au lieu de cela, il souleva un coude, comme un danseur enthousiaste de musique country qui a passé les pouces sous ses bretelles, et vint heurter la main qui tenait l'arme une fraction de seconde avant que Norris ne fît feu. Le canon pointa de nouveau en l'air, et la détonation fut amplifiée en coups de fouet dans l'espace clos de la cour. La fenêtre d'un bureau au premier vola en éclats. Sheila lâcha alors le fusil de chasse avec lequel elle avait fracassé le crâne de Lester Pratt, et courut vers eux, mêlant cris et sanglots. « Bordel de Dieu !» dit Norris d'une petite voix sous le choc. Il était blanc comme du papier lorsqu'il tendit l'arme à Alan, crosse en avant. « J'ai failli tuer Sheila ! Sheila ! Ah, bordel de Dieu ! Alan !
s'écria la jeune femme. « Grâce à Dieu, vous voilà !» Elle ne ralentit pas en arrivant sur lui et faillit le renverser. Il rengaina son revolver et la prit dans ses bras. Elle tremblait comme un câble électrique en survoltage. Alan se disait qu'il devait lui aussi trembler comme une feuille, et il s'en était fallu de peu qu'il ne mouillât son pantalon. La standardiste était en pleine crise d'hystérie, aveuglée par la panique, ce qui était probablement aussi bien. Elle n'avait pas dû se rendre compte, pensa-t-il, qu'il s'en était fallu d'un cheveu qu'elle ne se fasse descendre. « Qu'est-ce qui se passe là-dedans, Sheila ? Vite, parlez !» Les oreilles lui tintaient si fort à la suite de la détonation amplifiée par l'écho qu'il aurait presque juré entendre un téléphone sonner quelque part. Henry Beaufort se sentait comme un bonhomme de neige qui fond au soleil. Ses jambes s'effondrèrent sous lui. Il s'affaissa lentement et se retrouva à genoux, tandis que le téléphone continuait à résonner comme un glas dans son oreille, sans que personne décrochât. Le mélange d'odeurs, gnôle, fourrure calcinée, poudre brûlée, lui donnait le tournis. D'autres effluves puissants vinrent s'y joindre. Il devait émaner de Hugh Priest, pensa-t-il. Il avait vaguement conscience que quelque chose ne marchait pas, et qu'il aurait dû essayer un autre numéro. Mais il s'en sentait incapable. Il n'était plus en état de composer un seul chiffre sur le cadran. Il se tassa donc contre le bar, agenouillé dans une flaque de plus en plus grande de son propre sang, écoutant le sifflement qui lui parvenait du trou dans sa poitrine, cherchant désespérément à rester conscient. Le Mellow Tiger ne devait normalement ouvrir ses portes que dans 1 heure. Billy était mort, et si personne ne répondait rapidement, lui aussi serait mort lorsque les premiers clients, en un flot menu, viendraient joyeusement s'abreuver. « Je vous en prie, » murmura Henry d'une voix minuscule et plaintive. « Je vous en prie, répondez. Que quelqu'un décroche. Que quelqu'un décroche ce putain de téléphone. » Sheila Brigham commença à se calmer, et Alan put obtenir l'information la plus importante. Elle avait descendu Hugh d'un coup de crosse. Personne ne devrait leur tirer dessus lorsqu'ils franchiraient la porte. Théoriquement. « Bien, » dit-il à Norris. « On y va. » Quand elle est sortie, j'ai cru... Je sais ce que tu as cru, mais il n'est rien arrivé. Juste un carreau de cassé. John est à l'intérieur. Allons-y, vite. Une fois de part et d'autre de la porte, les 2 hommes se consultèrent du regard. « Tu entres accroupi, » dit Alan à Norris, lequel acquiesça. Alan saisit la poignée, ouvrit brutalement la porte et fonça, imité par un Norris plié en 2. John avait réussi à se remettre debout et à parcourir d'un pas chancelant la distance qui le séparait de la porte. Ses 2 collègues lui tombèrent dessus comme un pack de rugby, et le malheureux dut subir un dernier et douloureux outrage, se voir renversé et expédié à l'autre bout de la salle par ses propres amis. Il glissa comme une boule de bowling sur le sol carrelé, heurta sèchement le mur et laissa échapper un cri de douleur qui traduisait un mélange de surprise et d'épuisement. « Bordel, c'est John !» s'exclama Norris. « Tu parles d'un coup foireux !»« Viens me donner un coup de main !» Les 2 hommes se précipitèrent vers John qui se mettait lentement sur son séant. Son visage n'était plus qu'un masque ensanglanté. Il avait le nez nettement tourné vers la gauche, la lèvre supérieure gonflée comme une chambre à air. Il cracha une dent dans sa main, au moment où ses collègues s'accroupissaient à côté de lui. « Il est fou furieux !» dit-il en zozotant horriblement. Il parlait d'une voix pâteuse, sidérée. « Féa lui a balancé un coup de crosse. Je crois qu'elle l'a tué. »« Ça va, John ?» demanda Norris. « M'a foutu dans un sale état. » Il se pencha et vomit copieusement entre ses jambes tendues pour le confirmer. Alan regarda autour de lui. Il se rendait vaguement compte que ce n'étaient pas seulement les oreilles qui lui tintaient. Un téléphone sonnait vraiment quelque part. Mais ce n'était pas ça l'important pour le moment. Il venait d'apercevoir Hugh allongé face à terre contre le mur du fond. Il alla placer l'oreille contre le dos de l'agresseur, cherchant à discerner un battement de cœur. Il n'entendit tout d'abord que la sonnerie qui lui carillonnait dans les oreilles. « Ces foutus téléphones sonnaient sur tous les bureaux, ma parole. Va répondre à ces enfoirés ou décroche !» lança-t-il à Norris. Norris s'approcha du plus proche, celui de son propre bureau, enfonça la touche allumée et vociféra. « C'est pas le moment de nous embêter. Nous avons une urgence ici. Rappelez plus tard. » Il laissa retomber le combiné, sans même attendre une réponse.
Henry Beaufort détacha de son oreille un téléphone devenu horriblement lourd, et le regarda d'un œil incrédule et de plus en plus éteint. « Vous dites » murmura-t-il. Soudain, il fut incapable de tenir plus longtemps le fichu appareil. Il était devenu beaucoup trop pesant. Il le laissa tomber, s'effondra sur un côté et resta comme il était, haletant. Pour autant qu'il pouvait en juger, Hugh avait cessé de vivre. Alan le saisit par les épaules, le retourna et vit qu'il ne s'agissait pas de Hugh Priest. Le visage était trop tartiné d'un mélange de sang, de cervelle et de fragments osseux pour être reconnaissable, mais ce n'était sûrement pas l'employé de Dicky. « Mais bon Dieu, qu'est-ce qui se passe dans ce patelin ?» murmura-t-il à voix basse, stupéfait. Danforth Buster Keaton, cadenassé au milieu de la rue à la portière de sa Cadillac, les regardait le regarder. Maintenant que le persécuteur en chef et son adjoint persécuteur avaient disparu, il n'avait pas d'autre spectacle. Il les observa et comprit ce qu'ils valaient, tous tant qu'ils étaient. Bill Fullerton et Henry Gendron se tenaient devant la boutique du coiffeur. Ils encadraient Bobby Dugas, qui, avec la grande serviette de barbier qui lui pendait encore autour du cou, paraissait s'apprêter à dépecer un crustacé. Devant Western Auto, Charlie Fortin le regardait aussi. Quant à Scott Garson et à ses deux copains, Albert Martin et Howard Potter, deux juristes débectants, ils l'observaient depuis le seuil de la banque, où il devait être en train de parler de lui lorsque le tapage avait commencé. « Des yeux, partout des yeux immondes, qui le regardaient lui. Je vous vois !» s'écria soudain Buster. « Je vous vois tous! Oui, tous! Et je sais ce qu'il me reste à faire. Bon Dieu, oui, je le sais. » Il ouvrit la portière de la Cadillac et essaya d'y entrer. Impossible, il était attaché à la poignée extérieure. La chaîne qui reliait les menottes était longue, mais pas à ce point. Quelqu'un éclata de rire. Buster l'entendit parfaitement. Il regarda autour de lui. De nombreux badauds s'étaient attroupés devant les commerces de Main Street et lui rendaient son regard de leurs petits yeux en boutons de bottines. Des yeux intelligents. Des yeux de rat. Tout le monde était là, sauf M. Gaunt. Le propriétaire du bazar des rêves n'était cependant pas absent. Il se trouvait sous le crâne de Buster et lui disait ce qu'il devait exactement faire. Buster écouta, et un sourire naquit sur ses lèvres. Le camion de livraison de bière que Priest avait failli accrocher, après 2 arrêts dans d'autres établissements, finit par venir se ranger sur le parking du Mellow Tiger. Il était 16h01. Le conducteur descendit, prit son carnet de livraison, remonta son pantalon kaki et se dirigea vers le pub. Il s'arrêta à 2 mètres de la porte, l'œil rond. 2 pieds dépassaient du seuil. « Bonté divine !» s'exclama-t-il. « Ça va pas, l'ami ?» Un appel affaibli et sibilant parvint jusqu'à ses oreilles. « Ah, l'aide !» Le conducteur courut à l'intérieur et y découvrit Henry Beaufort, moribond, recroquevillé derrière le bar. « Fais-les Sir Pratt !» coissa John Lapointe, soutenu par Norris et Sheila. Il s'était approché en boitillant. « Qui ?» demanda Alan. Il avait l'impression d'être tombé par accident dans une authentique histoire de fou. « Truc et machin vont en enfer. Hey Lester, faudrait nous expliquer. »« Lester Pratt !» répéta patiemment et douloureusement John. « C'est le professeur d'éducation physique du lycée. »« Mais qu'est-ce qu'il fabriquait ici ?» John Lapointe secoua laborieusement la tête. « Je sais pas, Alan. Il est arrivé, il est devenu fou. »« Non mais je rêve. Où est passé Hugh Priest? Et où est Clutt? Quelqu'un peut me dire, bon Dieu, ce qui se passe ici ?» George T. Nelson se tenait sur le seuil de sa chambre. Il la parcourait des yeux, incrédule. On aurait dit qu'une bande de punks, les Sex Pistols voire les Cramps, venaient d'y faire la bringue avec leurs groupies. Il éructa quelque chose, un début de question, et s'arrêta. Inutile d'en dire davantage. Il savait ce que c'était.
La coke, ça ne pouvait pas être autre chose. Cela faisait 6 ans qu'il dealait la poudre parmi le corps enseignant de Castle Rock. Tous les profs n'étaient pas amateurs du produit tant vénéré par Ace Merrill, mais seulement ceux que Nelson baptisait les grands connaisseurs. Il en avait laissé une once presque pure sous son matelas, sûr que c'était ça. Quelqu'un avait parlé, quelqu'un d'autre avait flairé le bon coup. George avait subodoré que quelque chose clochait dès qu'il s'était garé dans son allée et avait vu la fenêtre cassée de sa cuisine. Il s'avança dans la pièce et souleva le matelas d'une main qu'il avait l'impression de ne plus sentir. Rien. Tout avait disparu. Près de 2000 $ de bonne coke envolée. D'un pas de somnambule, il passa dans la salle de bain pour vérifier si sa petite réserve se trouvait toujours dans la bouteille de médicaments sur l'étagère du haut de son armoire à pharmacie. Jamais de toute sa vie, il n'avait autant éprouvé le besoin de sniffer une ligne. Une fois de plus, il s'arrêta sur le seuil, l'œil agrandi. Ce ne fut pas tant la pagaille qui retint son attention, en dépit du zèle que l'on avait déployé pour mettre la pièce sans dessus-dessous, que le siège des toilettes. Un fin voile de poussière blanche maculait le siège. George se douta qu'il ne devait pas s'agir de talc à poudrer les fesses de bébé. Il humecta son doigt, le passa sur le siège et goûta. Le bout de sa langue s'engourdit sur le champ. À côté, sur le sol, traînait une petite poche en plastique. La scène était claire, délirante, mais claire. Quelqu'un était venu, avait trouvé la coque et l'avait balancée dans les chiottes. Pourquoi ? Aucune idée. S'il trouvait l'auteur de ce geste, cependant, il ne manquerait pas de lui poser la question, juste avant de lui arracher la tête des épaules. Ça ne pouvait pas faire de mal, de poser la question. Les 3 grammes de sa réserve personnelle étaient intacts. Il la prit avec lui et s'arrêta pile une fois de plus, en retournant dans la chambre. Il n'avait pas vu cette nouvelle abomination à l'aller, mais en revenant sur ses pas, il devenait impossible de la manquer. Il resta planté là, les yeux écarquillés d'une stupéfaction horrifiée, avec des mouvements convulsifs de la pomme d'Adam. Le réseau de veines de sa tempe pulsait frénétiquement, comme des ailes de passereau. Il finit par articuler un son minuscule, étranglé. « Maman !» En bas, derrière le canapé beige de George, Frank Jewett dormait toujours. Les badauds de la rue commerçante, attirés sur le trottoir par l'accident, les cris et le coup de feu, avaient droit maintenant à un nouveau numéro, celui de l'évasion laborieuse de leur mère. Buster se pencha aussi loin qu'il le put dans la Cadillac et tourna la clé de contact, puis appuya sur le bouton qui descendait électriquement la vitre, côté conducteur. Il referma ensuite la portière et commença à se tortiller pour s'introduire à l'intérieur du véhicule, en passant par la fenêtre. Il s'y était déjà glissé jusqu'au genou, le bras gauche coincé en arrière à cause des menottes, la chaîne s'incrustant dans sa grosse cuisse, lorsque Scott Garson s'approcha. « Danforth, » dit le banquier d'un ton hésitant, « je crois qu'il vaudrait mieux pas. Tu es en état d'arrestation, il me semble. » Buster regarda par-dessous son bras droit, sentant les effluves qui montaient de son aisselle, effluves marqués, très marqués même, et vit Garson à l'envers, juste derrière lui, l'air de vouloir le tirer par les pattes. Buster ramassa ses jambes sous lui autant qu'il le put, et les détendit, violemment, comme un poulain qui décoche des ruades dans son pré. Ses talons vinrent frapper le banquier en pleine figure, avec un bruit mat, qu'il trouva tout à fait satisfaisant. Les lunettes à monture d'or de l'homme volèrent en éclats. Il poussa un hurlement, partit en arrière en portant les mains à son visage en sang, et s'étala en pleine rue sur le dos. « Ah !» grogna Buster. « Tu t'attendais pas à celui-là, hein, vieux ? Pas un poil que tu t'y attendais, salopard de persécuteur !» Il se remit à se tortiller pour finir de passer à l'intérieur. Son épaule émit un craquement inquiétant, mais pivota suffisamment pour lui permettre de passer sous son propre bras et de ramener ses fesses sur le siège. Il se retrouva derrière le volant, la main gauche à l'extérieur du véhicule. Il lança le moteur. Scott Garson se rassit à temps pour voir la Cadillac foncer sur lui. La calandre semblait ricaner, vaste montagne de chrome s'apprêtant à le broyer. Il roula frénétiquement sur lui-même et n'évita la mort que de quelques dixièmes de seconde. Le gros pneu avant de la voiture lui roula sur la main droite, qu'elle écrasa fort proprement. Puis le pneu arrière répéta l'opération pour achever le travail. Garson se retrouva gisant sur le dos.
contemplant la forme grotesque de ses doigts écrasés. Ils avaient à peu près la taille de spatules à mastic. Il se mit à hurler, tourné vers le ciel bleu et chaud. Tiny Faye! Ce hurlement tira Frank Jewett d'une somnolence de plus en plus profonde. Il n'eut aucune idée de l'endroit où il se trouvait pendant ses premiers instants de confusion, sinon qu'il était fermé et resserré. Désagréable. Il tenait aussi quelque chose à la main. Mais quoi? Il faillit se crever l'œil en voulant voir l'objet. Un couteau à steak. Oh non! Tammy Faye! D'un seul coup, tout lui revint. Il se trouvait derrière le canapé de son excellent ami George T. Nelson, et c'était George T. Nelson en personne qui déplorait bruyamment le décès de son perroquet. Le reste aussi. Les revues éparpillées dans son bureau, la lettre de chantage, la ruine possible. Non, probable. Plus il y pensait, plus le terme probable s'imposait, de sa carrière et de sa vie. Incroyable. George pleurait maintenant. Il pleurait une saloperie volante à faire défiante. Eh bien, pensa Frank, je vais mettre un terme à tous tes malheurs, George mon chou. Qui sait, tu te retrouveras peut-être dans un paradis pour oiseaux. Les sanglots se rapprochèrent du canapé. De mieux en mieux. Il allait bondir de là. « Coucou, George !» Et ce fumier serait mort avant d'avoir compris ce qui se passait. Frank était sur le point de s'élancer, lorsque George T. Nelson, pleurant toujours à chaudes larmes, se laissa pesamment tomber sur le canapé. Son poids, il était corpulent et lourd, expédia le siège contre le mur. Il n'entendit pas le « étranglé de surprise qui monta de derrière lui. Ses sanglots couvrirent le bruit. Il attrapa maladroitement le téléphone, réussit à faire le bon numéro à travers le voile de ses larmes et obtint, presque miraculeusement, Fred Robin, après la première sonnerie. « Fred !» se mit-il à geindre. « Fred, il vient de se passer quelque chose de terrible. Ça continue peut-être encore. Oh bordel, Fred! Oh bordel de Dieu !» Dessous, Frank Jewett cherchait désespérément à respirer. Les contes d'Edgar Poe qu'il avait lus enfant, ceux dans lesquels on se retrouve enterré vivant, se mirent à défiler à toute vitesse dans son esprit. Son visage prit lentement la couleur de la vieille brique. Le lourd pied de bois qui lui avait enfoncé la cage thoracique lorsque George T. Nelson s'était effondré sur le canapé pesait sur lui comme une barre de plomb. L'arrière du siège comprimait son épaule et un côté de sa tête. Au-dessus de lui, George T. Nelson s'était lancé dans une description confuse de ce qu'il avait trouvé chez lui. Et au bout d'un moment, Fred Robin finit par comprendre. Il y eut un silence qui dura un certain temps, puis il reprit, criant presque. « Ça m'est égal! Je m'en fous d'en parler au téléphone! Qu'est-ce que tu veux que ça me fasse maintenant qu'on a tué Tammy Faye? Ce salopard a tué Tammy Faye! Mais qui a pu faire un truc pareil, Fred? Qui? Il faut que tu m'aides! » Il y eut un autre silence, pendant que George T. Nelson écoutait, et, de plus en plus paniqué, Frank se rendit compte qu'il allait s'évanouir. Il comprit brusquement ce qui lui restait à faire. Tirer un coup de feu avec le lama à travers le canapé. Il ne tuerait peut-être pas George T. Nelson. Il ne le toucherait peut-être même pas, mais à n'en pas douter, il attirerait son attention. Il y avait alors toutes les chances pour que ce bon George T. Nelson décolle son gros cul à toute vitesse, avant que Frank ne mourût ici, le nez écrasé contre le système de chauffage accolé à la plinthe. Frank lâcha le couteau et essaya d'attraper le revolver coincé dans sa ceinture. Il fut envahi d'un sentiment d'horreur cauchemardesque lorsqu'il se rendit compte qu'il n'y arrivait pas, que ses doigts se refermaient à moins de 5 cm au-dessus de la crosse incrustée d'ivoire de larmes. Il rassembla toutes les forces qui lui restaient pour effectuer une ultime tentative, mais son épaule refusait complètement de bouger. Le lourd canapé auquel s'ajoutait le poids considérable de George T. Nelson le maintenait solidement collé au mur, comme s'il y était cloué. Des roses noires, annonciatrices de l'asphyxie, commencèrent à se déployer devant ses yeux de plus en plus exorbités. Comme s'il avait soudain parlé d'une distance considérable, Frank entendit son vieil ami hurler quelque chose à l'intention de Fred Robin, lequel devait sans aucun doute être le partenaire de George T. Nelson dans le trafic de cocaïne. « Mais qu'est-ce que tu me racontes? Je te dis que je viens d'être cambriolé!
Et tu me parles d'aller voir ce nouveau mec dans la rue? C'est pas d'un bricolage à la con que j'ai besoin, mais d'un... » Il s'interrompit, se leva et se mit à aller et venir. Avec ce qui était littéralement tout ce qui lui restait de force, Frank réussit à repousser le meuble de quelques centimètres. Ce n'était pas beaucoup, mais cela lui permit cependant d'aspirer de petites bouffées d'un air qu'il trouva merveilleux. « Il veut quoi ?» cria George T. Nelson. « Mais bordel de Dieu, pourquoi tu n'as pas commencé par là ?» Silence de nouveau. Frank gisait derrière le canapé comme une baleine échouée, aspirant de l'air et espérant que sa tête, transformée en enclume sur laquelle cognait un énorme marteau, n'allait pas exploser. Encore quelques instants et il se lèverait, et ferait sauter la caisse de George T. Nelson. Encore quelques instants. Lorsqu'il aurait retrouvé son souffle, lorsque les grandes fleurs noires qui lui bouchaient la vue se seraient évanouies. Dans un moment, 2 tout au plus. « D'accord !» dit George T. Nelson. « J'irai le voir. J'ai bien peur qu'il puisse pas faire de miracle, ton type. Mais à cheval donné, on ne regarde pas les dents, hein. Je vais quand même te dire quelque chose. J'en ai rien à foutre si le deal de la cam ou non. Je vais trouver l'enfant de salaud qui a fait ça avant toute chose. Priorité numéro 1. Et je vais le clouer au mur le plus proche, tu piges ?» Je pige, pensa Frank. Reste à savoir qui va clouer qui sur ce fameux mur, mon cher compagnon de partouze. Oui, j'ai compris le nom, hurla George T. Nelson. Gaunt, 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 putain. Il raccrocha brutalement, puis envoya sans doute l'appareil valser dans la pièce, car Frank entendit un bruit de verre fracassé. Quelques secondes plus tard, George T. Nelson lançait un dernier juron et fonçait hors de la maison. Le moteur de son Aeroxy gronda. Frank l'entendit partir en marche arrière dans l'allée, au moment où il repoussait lentement le canapé. Il y eut un crissement de pneus, et George T. Nelson, ce bon vieil ami, démarra en trombe. 2 minutes plus tard, 2 mains firent leur apparition au-dessus du canapé beige et l'agrippèrent. Au bout de quelques instants, le visage de Frank Jewett, blême, chiffonné, les lunettes à la Witherby dont un verre était craquelé, de travers sur son nez camard, surgit à son tour entre les mains. L'arrière du meuble avait laissé une marque rouge en pointe de lance sur sa joue droite. Quelques moutons de poussière dansaient, accrochés à ses cheveux clairsemés. Avec lenteur, comme un cadavre boursouflé qui remonte du lit d'une rivière pour venir flotter jusque sous la surface, un sourire se dessina sur sa figure. Il avait manqué son vieil ami George T. Nelson pour cette fois. Mais George T. Nelson n'envisageait pas de quitter la ville. D'après sa conversation téléphonique, c'était clair. Frank ne doutait pas de le trouver avant le soir. Dans une ville de la taille de Castle Rock, pouvait-il le manquer? Sean Rusk se tenait sur le seuil de la cuisine et regardait anxieusement vers le garage. Son grand frère venait d'y entrer 5 minutes auparavant. Il l'avait aperçu par hasard depuis la fenêtre de sa chambre. Brian tenait quelque chose à la main. Sean savait ce que c'était, même s'il était trop loin pour distinguer l'objet. La nouvelle carte de baseball, celle que Brian n'arrêtait pas d'aller contempler en cachette. L'aîné croyait que son cadet ignorait tout de la carte, mais il se trompait. Sean savait même qui était dessus, car arrivé de l'école bien avant son frère aujourd'hui, il s'était introduit dans sa chambre pour la regarder. Il se demandait pourquoi Brian y tenait tant. Elle était vieille, sale, écornée, à demi effacée. En plus, Sean n'avait jamais entendu parler de ce joueur, un lanceur des Dodgers de Los Angeles du nom de Sammy Coburg, dont les coups gagnants se comptaient sur les doigts de la main. Un type qui n'avait même pas passé une année entière dans la première division. Qu'est-ce que Brian pouvait bien lui trouver à cette carte? Sean l'ignorait. 2 choses étaient certaines, en revanche. Son frère y tenait beaucoup. Et le comportement de Brian était très inquiétant depuis une semaine. On aurait dit un personnage de ces mises en garde contre la drogue destinées aux jeunes, qui passent à la télé. « Mais Brian ne prenait pas de drogue, pas lui !» L'expression qu'il avait lue sur le visage de Brian, au moment où il l'avait vu entrer dans le garage, l'avait tellement effrayé qu'il était allé en parler à sa mère. Il ne savait trop comment s'expliquer, mais en fin de compte, ça n'avait pas eu d'importance. Il n'eut pas la moindre possibilité de le faire. Elle gémissait dans sa chambre, en sortie de bain, portant ses stupides lunettes de soleil qu'elle avait trouvées au nouveau magasin. « Maman, il y a Brian qui... » Mais il n'avait pas pu aller plus loin.
Va-t'en, Brian, maman est occupée. Maman, va-t'en, je te dis. Et avant d'avoir pu placer 2 mots, il s'était trouvé reconduit sans cérémonie à la porte de la chambre. La sortie de bain s'était entr'ouverte pendant qu'elle le bousculait, et il n'avait pas eu le temps de détourner les yeux. Dessous, elle ne portait rien du tout. Même pas une chemise de nuit. Elle avait claqué la porte et donné un tour de clé. Et maintenant, sur le seuil de la cuisine, de plus en plus inquiet, il attendait de voir Brian sortir du garage. Mais Brian n'en sortait pas. Son angoisse avait crû de manière furtive, pour se transformer en une terreur qu'il contrôlait de moins en moins bien. L'enfant partit finalement au petit trot et entra dans le garage. Il y faisait sombre, et la chaleur étouffante qui y régnait rendait encore plus agressives les odeurs d'huile. Il resta un moment sans voir son frère dans la pénombre, et pensa qu'il avait dû passer dans l'arrière-cour par la porte du fond. Puis ses yeux accommodèrent, et il laissa échapper un petit cri géniard. Assis contre le mur du fond, à côté de la tondeuse à gazon, Brian tenait le fusil de chasse de papa. La crosse était posée sur le sol, le canon pointait vers sa tête. Brian s'accrochait d'une main à l'arme et tenait de l'autre la vieille carte de baseball crasseuse qui semblait avoir une emprise si grande sur sa vie depuis une semaine. « Brian, qu'est-ce que tu fais ?» s'écria Sean. « Ne t'approche pas, Sean. Ça va te salir. »« Brian, non !» gémit le petit, se mettant à pleurer. « Fais pas l'idiot. Tu me fiches la trouille. »« Tu dois me faire une promesse. » répondit Brian. Il avait enlevé chaussettes et tennis et glissait un gros orteil sous le pontet de la Remington. Sean sentit son entrejambe devenir chaud et humide. Jamais il n'avait eu aussi peur de sa vie. « Brian, je t'en supplie. Je t'en supplie. Faut me promettre de jamais aller au nouveau magasin. Tu m'as compris ?» Sean fit un pas vers son frère, dont l'orteil se recroquevilla sur la détente. « Non !» hurla Sean en battant immédiatement en retraite. « Je veux dire, oui. » Brian laissa retomber un peu le canon. Son orteil se détendit légèrement. « Promets-moi. Oui, je te promets tout ce que tu veux. Mais fais pas ça. Arrête de me faire marcher, Bry. Je t'en supplie. Allons voir les Transformers. Non, choisis ce que tu veux, n'importe quoi. Même Wapner. On peut regarder Wapner si tu veux, toute la semaine, tout le mois même. Mais arrête de me faire peur, Brian. Je t'en supplie. Arrête ça. Brian Rusk n'avait peut-être pas entendu. Ses yeux semblaient flotter au milieu de son visage, lointain et serein. « Ne va jamais là-bas, » reprit-il. « Le bazar des rêves est un endroit empoisonné, et M. Gaunt est un empoisonneur. Sauf qu'il n'est pas vraiment un homme, Sean. Pas un homme du tout. Jure-moi que tu n'achèteras jamais les poisons devant M. Gaunt. Je le jure, bafouilla Sean. Je te le jure, sur la tête de maman. Non, tu ne peux pas. Maman s'est fait avoir elle aussi. Jure sur ton propre nom, Sean. Sur ton propre nom. Je le jure !» cria Sean dans le garage sombre, à la chaleur étouffante. Il tendit vers son frère 2 mains implorantes. « Je te jure sur mon propre nom, mais pose ce fusil maintenant. Pose-le, Bry. Je t'aime, frérot. » Brian regarda un instant la carte de baseball. « Sandy Koufax. De la merde. » observa Brian Rusk, en appuyant sur la détente avec son orteil. Le cri perçant que poussa Sean, un hurlement d'horreur, fut plus fort que la détonation bruyante, mais sans écho, dans le garage. Le garage sombre, où régnait une chaleur étouffante. Le Landgaunt regardait la rue à travers la vitrine du bazar des rêves et souriait doucement. Le coup de feu en provenance de Fort Street était presque inaudible, mais il avait l'ouïe très fine, et il l'entendit. Son sourire s'agrandit légèrement. Il enleva le panonceau, celui qui précisait « Sur rendez-vous seulement », pour en mettre un nouveau. Sur ce dernier, on lisait
fermé jusqu'à nouvel avis. On commence enfin à bien s'amuser, dit le Landgaunt. Oui, monsieur.